Bonjour à toutes et tous, et puis merci de nous avoir rejoints. On était un peu inquiets puisqu'on avait la concurrence de Brigitte Macron qui est sur le salon en ce moment. Et je vois quand même qu'un certain nombre privilégié l'outre-mer à la Première Dame. Merci. Je voudrais d'abord dire que c'est un moment peut-être pas historique, mais important, puisque je crois que c'est la première table ronde consacrée à l'outre-mer qui ait jamais été organisée à Sant'Expo. Il y en a eu où c'était de manière incidente, mais là on est vraiment dans le sujet. Sans tarder, parce qu'on a beaucoup à dire, je vais commencer par présenter les intervenants. Alors vous avez en visio depuis Cayenne, en Guyane, Clara Debord, qui est directrice générale de l'ARS Guyane. Vous avez André Atala, qui est maire de Basse-Terre, vice-président de la Fédération hospitalière de Guadeloupe, et également médecin hospitalier, médecin cardiologue. Et ici, de gauche à droite, Lionel Calange, directeur général du CHU de la Réunion, et également délégué régional de la FHF Océan Indien. Christophe Robert, directeur du centre hospitalier de Cayenne en Guyane. Yvon Paquit, qui est président de la Fédération hospitalière de Martinique. Gérard Cotelon, qui est directeur général du CHU de Guadeloupe. Et puis Juliette Napol, qui est directrice du CH d'Espinois de psychiatrie de Martinique également, qui est déléguée régionale de la Fédération de Martinique. Merci à toutes et tous d'être présents. On sait que ce n'est pas forcément évident aujourd'hui, compte tenu de la situation de vos territoires, d'avoir rejoint la métropole. Et on sait que vous devez être content quand même de pouvoir un peu quitter vos territoires qui ont connu quand même des difficultés importantes. Alors, trois phases dans cette table ronde. La première, c'est un petit état de la situation dans nos différents territoires d'outre-mer. On aurait souhaité également avoir le Pacifique Sud, mais ça n'a pas été possible pour des raisons d'organisation et également de décalage horaire, puisque c'est 4 heures du matin là-bas. Deuxième séquence, c'est un premier retour d'expérience de cette crise, même si malheureusement elle n'est pas terminée partout. Et puis le dernier point, c'est de s'interroger dans le droit fil des réflexions qu'on mène actuellement à la FHF sur les propositions qu'on peut faire pour l'hospitalisation publique dans les différents territoires d'outre-mer. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord de commencer par ce petit tour des 4 territoires concernés aujourd'hui pour vous demander à toutes et à tous, finalement, quelle est la situation aujourd'hui. Bon, pendant toute cette table ronde, j'en suis désolé, mais on est assez nombreux. Je vous demanderai d'être concis, d'aller vraiment vers les éléments essentiels. Je vais d'abord donner la parole sur la situation actuelle à Clara Debord en Guyane. Bonjour, vous m'entendez ? Je crois que vous avez... Oh oui, bonjour. Merci. Merci à tous et merci pour l'initiative de l'organisation de cette séquence effectivement inédite. La situation de l'hospitalisation en Outre-mer est très intéressante à regarder et on n'a pas toujours pris le temps d'échanger sur ces questions et de montrer un petit peu ce que nous faisons. La situation en Guyane, nous sommes en train de terminer on ne sait pas si on est en train de la terminer vraiment, mais une 4e vague. On a des crises qui n'ont pas du tout eu la même durée qu'en métropole. On est sur des crises avec des vagues beaucoup plus longues qu'en métropole. Et nous avons en Guyane une hospitalisation publique qui est très puissante, puisque, en tout cas, qui est quasi exclusive, puisque le secteur privé est très peu développé en Guyane. Il l'est sur l'hospitalisation à domicile, sur le soin de suite et de réadaptation, mais les soins aigus, c'est uniquement l'hôpital public. Les Guyanais sont très demandeurs d'une hospitalisation publique puissante et qui se développe. Ils sont très exigeants aussi et c'est normal. Nous avons encore de grandes marches à franchir pour arriver à un niveau acceptable, puisque c'est encore aujourd'hui dans certaines situations très insuffisant, avec encore beaucoup trop d'évacuations sanitaires pour des activités
simples, dont on pourrait penser qu'elles sont simples. Mais comme je dis parfois, en Guyane, on marche sur la Lune tous les jours. Et j'en veux pour preuve, Christophe Robert en parlera peut-être, mais une chose qui peut apparaître simple ailleurs, mais qui chez nous est inédite, c'est la première pose d'un défibrillateur automatique cardiaque. La semaine dernière, en Guyane, on est encore dans une situation de presque quasi pionnier, puisqu'il y a beaucoup d'offres à développer, et c'est d'ailleurs extraordinaire de travailler dans un territoire qui est bien différent de l'image qu'il renvoie et qui est entretenu parfois à l'extérieur. Et d'ailleurs, tous ceux qui viennent nous aider, nous donner un petit coup de main, ou voilà, ils en repartent en général ravis, avec très, très envie de revenir, une grande douceur de vivre, mais surtout des développements. Ici, on développe, on développe, on développe. On n'est pas, ou assez peu, dans de la restructuration, dans de l'optimisation. On est vraiment dans de la création et de l'innovation quasiment toutes les semaines. Voilà. Merci. Lionel Calange, pour la réunion. On part dans l'océan Indien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de me donner la parole. Et je voudrais commencer peut-être par 3 remarques liminaires avant de vous parler de la situation sur le territoire réunionnais et mahorais au regard du Covid. La fédération que je représente, c'est 1 200 000 habitants à peu près, La Réunion et Mayotte, avec une communauté de 13 000 professionnels hospitaliers sur ces 2 îles. Et peut-être avant de commencer par vous présenter la situation, je voudrais faire 3 ensembles de remarques. Première chose, c'est rappeler qu'il y a un engagement constant de la FHF aux côtés des Outre-mer, qui est matérialisé par une plateforme aujourd'hui. Et si le Ségur Outre-mer ne s'est pas tenu, je crois pouvoir dire qu'il y a vraiment une attente très très forte des communautés hospitalières autour d'un Ségur Outre-mer. Et je suis sûr que cette attente sera comblée un jour ou l'autre. En tout cas, je l'espère. Deuxième remarque, il n'y a pas évidemment un Outre-mer, mais il y a des Outre-mer, tant notre situation est diverse en termes d'offres de soins, d'attractivité, de conditions de gestion de nos établissements. Mais je pense qu'il y a une urgence quand même, c'est vraiment de convertir aussi le regard parfois national porté sur les Outre-mer, parce qu'on a un regard souvent qui est un peu une méconnaissance de la situation de nos territoires, un petit peu d'incrédulité, un petit peu marqué par le pathos aussi des fois. On nous dit finalement, on a l'impression qu'on est un petit peu dans des contrées exotiques, ensoleillées, où il y a des conflits sociaux, on insiste beaucoup là-dessus, où il y a une main tendue pour avoir un petit peu du rattrapage budgétaire, mais c'est pas ça, l'outre-mer, c'est une terre d'innovation. Il y a énormément d'initiatives qui sont faites, c'est une terre d'excellence, c'est une terre où en matière hospitalière, on est conduit à imaginer des solutions, parce qu'autour de nous, et si je parle de ma fédération, il y a 10 000 km, il n'y a pas de TGV, et c'est en notre sein qu'on doit trouver des solutions par rapport aux crises, parce qu'effectivement, on est en insularité et on est éloigné. Et donc évidemment, je pense qu'il y a urgence à convertir aussi le regard porté sur les situations ultramarines et à porter un angle de regard différent. Au niveau de la situation du Covid, il y a eu 3 périodes, si je peux résumer les choses, en 2021. Première période, pendant 9 mois à La Réunion, on a quand même presque doublé la capacité de réanimation sur le territoire réunionnais. Le CHU a été, on va dire, un acteur pivot dans la gestion de la crise sanitaire, évidemment. On a eu une chance, c'est de ne pas avoir eu la double situation épidémique entre Mayotte et La Réunion, puisqu'on a eu une désynchronisation des 2 épidémies. Donc on a eu une vague à Mayotte qui a permis de prendre en charge par un pont aérien une centaine de patients au mois de février quand même. Et on est les premiers aussi à avoir fait des évasans de patients réanimatoires vers la métropole. Donc j'ai envie de dire, pendant 9 mois, CHU des hôpitaux très sollicités en première ligne, où l'hôpital public a fait à peu près 95% du travail de l'hospitalisation. Une deuxième phase, septembre-octobre, où là, il y a effectivement eu une décélération de l'épidémie. Et puis là, on suit évidemment les indicateurs de reprise, puisque l'épidémie est en train de repartir avec un taux d'incidence qui repart à 110 pour 100 000 habitants depuis 2 semaines. Donc on est en situation évidemment de veille et de vigilance par rapport à une éventuelle reprise épidémique sur notre territoire. Mais je crois pouvoir dire que l'épidémie a été très bien gérée. Et avec une forte compliance aussi dans la population générale à la vaccination, 70% de couverture vaccinale dans la population éligible. C'est un chiffre évidemment qui est très important, et 98% aussi des hospitalisés qui ont, en toute responsabilité, fait l'effort de se vacciner. Il y a un discours aussi qui a été très accompagné par les partenaires sociaux
qui ont fait preuve d'énormément de sens des responsabilités à ce propos. Donc effectivement, on est plutôt confiant dans la gestion épidémique et on a essayé de s'en remettre essentiellement à nous-mêmes, puisqu'effectivement on a réussi à passer, on va dire, l'essentiel de l'armement des capacités en réanimation et médecine, c'est fait par des recrutements et des formations de professionnels de La Réunion et de Mayotte. Merci. Gérard Cottelon, est-ce qu'on est confiant aussi en Guadeloupe? Merci, puis bonjour à tous. Merci pour cette initiative, et très appréciable. Je n'ai pas l'habitude de dire que la FHF nous aide très souvent à rompre notre isolement. Et le contact avec la FHF nationale est permanent, et merci pour votre aide sur tous les sujets qui nous concernent. Je suis moins optimiste que mon ami Lionel Calange. La situation en Guadeloupe, là aujourd'hui, nous sommes dans une vraie période d'accalmie avec un taux d'incidence qui est en dessous de 50. Je rappelle quand même que lors de la 4e vague, au mois d'août, nous sommes montés à 3200 de taux d'incidence en population générale. Et quand on regarde la population des 20-39 ans, on était à des taux d'incidence au-dessus de 4200. Donc on a eu une vraie 4e vague avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire une désorganisation du tissu hospitalier, tellement la vague était énorme. On a été un peu pris de court, même si moi, en tant que DG du CHU, mais c'est un objectif que je partage avec tous les collègues directeurs d'établissement sur le territoire, on a toujours essayé d'avoir un coup d'avance. Là, on n'avait plus le coup d'avance. C'était très inconfortable. Et tout ça arrivant dans un contexte qui particulier en ce sens que sur le territoire de la Guadeloupe, la couverture vaccinale était très faible pour des raisons que je ne m'explique pas. On n'a jamais manqué de doses. Dès la première campagne de vaccination, on a été bien approvisionné et on n'a jamais manqué de doses. Pour autant, il y a un discours qui a pris en Guadeloupe, un discours de la part de personnes très éloignées du soin, très éloignées du domaine hospitalier, mais qui a été entendu par une bonne partie de la population, un discours avec une dimension identitaire très très forte. Comme je disais sur un média il y a quelque temps, on avait l'impression que ne pas se faire vacciner, c'était affirmer sa guadeloupéanité. Et ça a beaucoup pris chez les jeunes parce que, disaient les personnes qui promouvaient ce genre de discours, parce que localement, on a notre pharmacopée locale, on a notre savoir-faire et que ça suffisait. Or, le problème de cette épidémie Covid en Guadeloupe, c'est que nous avons une population, une très forte proportion de la population qui est très vulnérable à une infection Covid. Sur notre territoire, c'est à peu près 130 000 personnes qui sont porteuses de maladies chroniques et notamment de maladies pas compatibles avec la Covid, c'est-à-dire des gens qui ont soit de l'obésité, du diabète, de l'insuffisance rénale chronique, de l'hypertension, quelquefois qui cumulent tout ça. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation explosive où chaque fois que ces personnes étaient infectées, c'était des formes graves qui se terminaient très mal. L'autre élément de contexte, c'est tout cela arrive, en tout cas je parle pour mon CHU, dans un contexte hospitalier très dégradé, un établissement qui a connu un incendie qui a très fortement impacté son capacitaire, et puis un établissement qui est dans une situation de déficit chronique, de désorganisation chronique, et qu'il faut remettre sur les rails. Et tout ça dans un contexte social que vous connaissez peut-être, qui est hyper compliqué, qui est très difficile. Et donc, quand vous avez une crise Covid qui arrive sur ça, vous ne partez pas comme les collègues de l'Hexagone dans un établissement qui a déjà les bases sur le plan organisationnel pour faire face à cette crise.
Donc on a dû passer, nous, pour chaque crise Covid d'ailleurs, on a dû passer de 22 lits de réanimation, qui est le capacitaire habituel du CHU de Guadeloupe, à plus de 60 lits de réanimation. On a créé 4 réa éphémères. Lors de la deuxième vague, j'ai créé une réanimation au niveau du self. Ça avait même fait on a eu droit à un article dans le Paris Match, parce que j'étais un peu épaté par ça. J'ai envie de dire que le contexte social en Guadeloupe pèse énormément sur la gestion de cette crise. Je vous ai parlé de cette dimension identitaire que promeuvent les antivax, mais aussi le fait que nous ne sommes pas dans des relations... J'entendais Lionel qui disait que le discours sur la vaccination a été accompagné par les partenaires sociaux. Nous, ce n'est pas le cas. C'est même le contraire. Et il faut savoir que le syndicat majoritaire en Guadeloupe, dans tous les secteurs d'activité d'ailleurs, pas seulement à l'hôpital, est un syndicat indépendantiste, et que tout est politisé. Et donc, le directeur d'hôpital qui doit gérer des relations sociales dans ce contexte peut se retrouver en difficulté parce qu'on ne parle pas le même langage, et surtout, l'intérêt hospitalier n'est pas la préoccupation première, et j'ose le dire, de tous les partenaires sociaux. Donc voilà un peu le contexte. Si vous voulez, je reviendrai un peu plus de détails et je pourrai répondre aux questions sur ce point-là. Merci Gérard. Yvon Paquit, je rappelle que vous êtes aussi président du conseil de surveillance du CHU de la Martinique. Alors, est-ce que la situation est la même qu'à la Guadeloupe ? Mais bonjour à tous, et je voudrais également féliciter la FHF pour cette excellente initiative, nous donnant l'opportunité, n'est-ce pas, de faire le point de la situation du Covid dans nos territoires. Je pense qu'il faut d'ores et déjà, pour ceux qui l'ignorent, la Martinique, c'est 400 000 habitants j'arrondis et 1100 km². Ça permet quand même d'avoir une appréciation plus précise de la situation. La situation d'aujourd'hui, elle est encore très difficile au plan social, nous y reviendrons certainement. Mais en tout cas, si nous voulons faire de la prospective, il nous faut faire un peu de rétrospective. Alors, quelle est cette rétrospective ? En quelques mots, première vague, à peu près 300 admissions au CHU de la Martinique. Deuxième vague, on passe à 330 à peu près. Quatrième, un bond à 485, disons aujourd'hui à 500. Situation. Et quatrième vague, nous en sommes encore, puisque la sortie n'est pas pour aujourd'hui. 2800, vous voyez bien déjà la proportion. Nous passons donc de la troisième vague, mars 2021, à la quatrième vague aujourd'hui, 2867 pour être précis, d'admission au CHU, pour tout simplement dire que la situation, la quatrième vague est à la fois intense et d'une grande amplitude. Ça se traduit comment ? Eh bien, à certains moments, nous avons une capacité en réanimation de 35 lits, et nous avons accueilli à un moment donné, nous avons atteint 130-140 en réa, ce qui nous a conduit à faire des évacuations sanitaires sur Paris, 80 sur la période. Il faut tout ceci, il faut l'organiser. Ce n'est pas très facile, une évacuation sanitaire à 7000 km. Donc, ça a été fait. Presque tous les autres services étaient dédiés, avaient été fermés, n'est-ce pas, pour faire face à cette vague, puisque nous avons eu plus de 500 admissions au centre du CHU, plus de 500 cas Covid en médecine, et puis à peu près 130-140, comme je vous l'indiquais, en réanimation. Alors c'était très important. À la date d'aujourd'hui, nous en sommes à quel point ? Moins de 100 en hospitalisation, donc on passe de 500 à moins de 100, ça veut dire que nous sommes dans la pente descendante, nous sommes sur un plateau puisque ça descend faiblement, et en réanimation, nous sommes dans les capacités, n'est-ce pas, de notre réa. Donc nous avons une capacité normale de 35, nous avons une vingtaine aujourd'hui, ce qui fait que nous sommes presque dans une situation normale et les autres services reprennent de l'activité. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que je ne le présente pas comme étant une cause, mais enfin c'est une corrélation statistique que nous sommes obligés d'observer, une vague très importante, sachant que le taux de vaccination au début de la vague c'était moins de 20%, 18% pour être précis, et nous avons donc accéléré
le processus de vaccination avec un bus mobile sur l'ensemble de la Martinique, nous en sommes aujourd'hui à autour de 40%. Donc il y a nécessairement un lien de causalité entre le taux de vaccination et bien évidemment l'intensité de la vague. Donc voici la situation d'aujourd'hui. Ma collègue de la fédération, Juliette Napol, qui est par ailleurs déléguée de la fédération de la Martinique, nous fera le point sur les dispositions qui ont été prises en interne au CHU pour faire face à cette situation qu'il faut qualifier de situation bien évidemment catastrophique. Et bien évidemment, quand vous faites face à une catastrophe, il faut bien évidemment faire appel à des moyens exogènes, à des moyens externes, et pas seulement aux moyens internes. Alors, je vous ai parlé des évacuations sanitaires, mais c'est surtout que pratiquement chaque jour, fin du mois de juillet, début du mois d'août, chaque jour, nous avions à peu près une quarantaine de patients qui arrivaient au CHU. Alors, je dois souligner d'ailleurs que nous avons fait face à des moyens externes. La solidarité nationale a joué à fond, puisque nous avons reçu pas moins de 1000 personnels venant de l'Hexagone, de soignants, aussi bien des hôpitaux que même de villes, qui sont venus nous prêter main forte, y compris l'armée. Il y a eu quand même une mobilisation de l'armée qui nous a apporté une vingtaine de lits de réanimation pour vous dire que c'était une situation catastrophique, une situation de guerre, nous disaient les militaires, parce qu'ils intervenaient avec des moyens. Il a fallu installer pratiquement un hôpital de campagne, comme ce fut le cas à Strasbourg à l'époque. Donc la situation était effectivement extrêmement difficile, parce qu'il fallait accueillir tous ces moyens, tout ce personnel qui venait de l'Hexagone pour nous prêter main forte. Solidarité qui n'a pas toujours été bien comprise, mais ça a quand même aidé à faire face, n'est-ce pas, à la situation. D'ailleurs, nous sommes en train de terminer avec cette solidarité nationale pour le personnel soignant. Alors, je ne serai pas beaucoup plus long, puisqu'il faut laisser de la place aux questions. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui? Ce qui est le plus prégnant aujourd'hui, c'est surtout, ça a été le cas, je crois, à La Réunion, tu disais, la situation sociale est encore extrêmement sensible. C'est-à-dire que même si au plan sanitaire, nous avons contenu la vague, au niveau de la vaccination, le taux est encore trop faible, 40%, c'est-à-dire que nous ne sommes pas à l'abri d'une cinquième vague, puisque j'entends ici et là qu'il y a une cinquième vague qui menace. Enfin, pour nous, c'était essentiellement le variant Delta, à près de 100%. Le variant Delta parle d'une cinquième vague. Donc, je dis à nos compatriotes qu'avec 40% de taux de vaccination, la corrélation statistique dont je parlais tout à l'heure pourrait encore produire les mêmes effets. C'est-à-dire que nous ne sommes pas aujourd'hui, me semble-t-il, à l'abri d'une cinquième vague. Il faut par conséquent prendre des dispositions pour en atténuer les effets. Donc aujourd'hui, nous faisons face à une situation sociale très sensible. Peut-être que nous en parlerons tout à l'heure. Pour une raison, puisque la presse en fait état, vous devez supposer le motif, c'est la mise en place du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants. Problème qui aujourd'hui n'est pas encore tout à fait résolu, puisqu'il y a une médiation qui est en cours, dépêchée par les autorités nationales pour trouver un consensus, parce que la priorité devrait être et doit être, n'est-ce pas, d'être à la disposition des patients et faire en sorte que le CHU puisse faire face à ces attentes tout à fait légitimes des patients. Voilà en quelques mots la situation telle qu'elle est aujourd'hui, mais peut-être faut-il ajouter, Denis Valzer, qu'il faut le dire, au total, depuis le début de la pandémie, 700 morts en Martinique. Vous faites le tour, 700 morts, c'est une population de 400 000 habitants. Vous calculez le chiffre, essayez de rapporter ce chiffre à la population hexagonale, vous verrez à quoi on aboutirait. Donc 500 morts, et d'ailleurs, pour situer la quatrième vague dans ce processus, 600 morts pour la quatrième vague. 700 morts pour les 2 ans, 600 pour la quatrième vague. Vous voyez bien que le mot n'est pas trop fort quand je dis que la quatrième vague a été explosive et pourrait tout à fait s'assimiler à une catastrophe naturelle. Voilà, merci. Merci. Deuxième séquence, mais toujours pour continuer à parler de cette épidémie de Covid. Ce que je souhaite vous demander à tous, c'est bon, d'essayer de faire un premier retour d'expérience. Hein. Il est tôt pour le faire, et puis on a peu de temps pour aller dans l'ensemble des éléments, mais peut-être sous la forme de finalement, qu'est-ce qui vous a marqué,
une chose très positive et puis une chose très négative, hein, une fragilité. Hein. Une force et une fragilité. Donc on va peut-être commencer par Christophe Robert, directeur de Cayenne. Merci Denis, bonjour à tous. Alors si on doit retenir par rapport au retour d'expérience un point positif, je pense que pour nous la crise Covid, je mets positif entre guillemets évidemment parce qu'on a passé des moments assez difficiles, comme l'ont évoqué les collègues. Mais un des points positifs, c'est que pour nous, la crise Covid a été un accélérateur de constitution des réseaux GHT. On est, je pense, le plus récent des groupements hospitaliers de territoire constitués, puisque le groupement hospitalier de territoire de la Guyane s'est constitué en 2019, en avril 2019. Et à l'occasion de cette crise, nous avons vraiment pu accélérer le portage d'un certain nombre de projets, notamment toute la réflexion sur le projet médico-soignant partagé que nous avions mis en chantier auparavant. Et nous avons pu finaliser un certain nombre d'équipes territoriales, notamment sur les soins critiques et sur l'infectiologie. Donc c'est vraiment un point extrêmement positif, avec de nombreux échanges de personnel. Le professeur, nous avons sur notre territoire à l'hôpital de Cayenne un professeur d'université en réanimation qui a pu superviser la création d'un vrai service de réanimation sur l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni et la mise en place d'unités de soins continus sur l'hôpital de Kourou. Donc ça, ce sont des éléments extrêmement positifs. Et il faut rappeler qu'il y a 3 hôpitaux, hein, voilà. Cayenne qui est le principal, Saint-Laurent qui est à l'autre extrémité, hein, à l'ouest. Assez loin, à Oui. plus de 3 heures de route. Hein, et puis Kourou entre les deux, plus près entre de Cayenne. les deux, voilà. Alors avec des situations très, très différentes, évidemment l'hôpital de Saint-Laurent, et ça explique un petit peu les réticences qu'il y a pu avoir au départ quand on a annoncé la création du GHT, mais ces réticences qui ont été balayées par la violence de la crise. Mais c'est du fait de leur éloignement de Cayenne, je le rappelle, plus de 3 heures de route quand même. Il y a des stratégies d'autonomie très fortes, une habitude de se débrouiller, de vivre en autonomie pratiquement. Kourou, c'est une autre situation, mais c'est pas moins difficile. Kourou, c'est un hôpital qui est en train d'acquérir en ce moment même une culture de service public. C'est un hôpital qui est jeune, qui a été porté sur les fonds baptismaux le 1er janvier 2018, puisque c'est une clinique de la Croix-Rouge qui est devenue hôpital public, avec un personnel qui a choisi d'intégrer la fonction publique hospitalière. Mais voilà, des personnes qui ne participaient pas au service public hospitalier, qui aujourd'hui en sont un acteur majeur. Donc voilà, je pense qu'un des bénéfices de cette crise, entre guillemets, c'est la mise en place donc, de cette territorialisation des soins critiques et plus globalement des stratégies médicales et aussi le renforcement de l'offre de soins critiques puisque nous étions, avant la crise du Covid, fort démunis en appareils soins critiques puisqu'il y avait officiellement 11 lits de réanimation pour tout le territoire à l'hôpital de Cayenne, voire 13 quand on faisait des extensions lors des pics d'activité. Et à l'issue de cette crise, on a un vrai service aujourd'hui presque autonome sur l'hôpital de Saint-Laurent, avec 8 lits, il peut monter à 12, et puis 4 lits de soins continus sur l'hôpital de Kourou, tandis que l'hôpital de Cayenne a été, durant cette crise, en capacité de quadrupler ses capacités en lits de réanimation. Okay, donc le plus positif, c'est cette coopération, et le plus négatif le plus négatif, c'est que, encore une fois, à l'occasion de cette crise, on s'est rendu compte, Mme Debord y faisait référence tout à l'heure, du déficit d'image assez important que nous traînons un petit peu derrière nous. Ça a été difficile, notamment lors de la première vague, pour recruter directement des professionnels de santé sur des missions de remplacement chez nous. Donc on a évidemment cette difficulté à attirer, à recruter des professionnels. Donc il faut pouvoir les former sur place et c'est un mal pour un bien. Cette difficulté nous a fait comprendre aussi qu'il fallait que nous puissions compter sur nous-mêmes et le projet de CHU est né aussi de ce constat-là. Il fallait vraiment qu'on puisse développer notre propre ressource. Merci, je pense qu'on en reparlera. Clara Debord, un complément sur ce premier étex, en quelques mots. Oui, on a peut-être aussi des filières en biologie notamment qui ont progressé, mais plus globalement peut-être
souligner à nos auditeurs métropolitains de nouveau tout l'intérêt qu'il y a à prendre des retours d'expérience de ce qui se passe en métropole. Parce que contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas la métropole qui est en haut et les Outre-mer qui sont en bas. Il y a des choses qui se passent chez nous que vous n'imaginez pas faisables dans vos territoires. Chez nous, on a certains, en tout cas en Guyane, on a des coûts de coordination bien moindres que dans des régions qui sont très fournies en offreurs de soins très, très variés. On a monté récemment une expérimentation de parcours de soins post-urgence avec la HAD privée pour éviter de transférer les patients dans les étages de l'hôpital de Cayenne, par exemple. Des choses qui se gèrent, qui se montent en quelques heures d'échange. On arrive à faire des choses tout à fait inédites. Et puis, on a aussi au plan de l'épidémie elle-même, et là je m'éloigne un tout petit peu un instant des hôpitaux strictement, étant donné qu'on a une épidémie qui a été tout à fait asynchrone avec la métropole, eh bien à la fois, et Gérard Cotelon le disait un peu tout à l'heure, à la fois nous avons pu, avec notre première vague de juin, bénéficier de tout l'apport de compétences et d'expériences acquises par la métropole. Et puis nous, en juin, quand on a eu notre vague, nous avions, comme on disait toujours, des masques et des tests, même si les tests c'était un peu plus dur, mais enfin on avait des masques et des tests. Au moment où la métropole était en train de se détendre, à peu près convaincue, et nous l'espérions tous, que grâce aux masques et aux tests, elle aurait une vague et une seule, qu'elle ne reconfinerait pas, et que c'était bon, on avait géré le Covid, c'était réglé. Si on s'était un peu plus intéressé, un peu plus nombreux à s'être intéressés à ce qui se passait dans les Outre-mer, où nous avions toute l'expérience que vous nous avez apportée, où nous avions les masques, les tests, où il faisait chaud, parce qu'il se disait aussi à l'époque que l'épidémie Covid, c'était que quand il faisait froid. Chez nous, il faisait chaud. Eh bien, on aurait pu beaucoup plus rapidement se rendre compte que les débuts de certitude, d'hypothèses en tout cas, qui étaient élaborées en métropole étaient fausses. Il suffisait de regarder ce qui se passait chez nous. Chez nous, on a eu une vague absolument terrible en juin 2020, alors que nous avions des masques, des tonnes de masques. Les masques étaient portés par tout le monde. Nous avions un confinement qui était quand même très bien, nous avions eu un confinement très bien respecté, et nous avions mis en place et inventé, entre guillemets, les systèmes de couvre-feu et de motif impérieux. C'est en Guyane que ces propositions ont été faites et testées et ensuite évaluées. Et ensuite, la métropole, puisque certaines personnes s'y sont intéressées à ce qui s'est passé en Guyane et aux résultats obtenus par le couvre-feu guyanais, qui est évidemment difficile à transcrire exactement dans un autre contexte, mais ce sont nos équipes de chercheurs qui ont pu démontrer qu'un couvre-feu, surtout s'il est tôt, avait un effet sur l'épidémie. Et il y a, je trouve maintenant, moi qui ai fait toute ma carrière en métropole et qui est tout simplement sur mon premier poste en Outre-mer, c'est en ce moment, je me rends compte de tout ce que j'ai raté comme compréhension des systèmes de santé en m'intéressant à l'époque trop peu, même si je m'y intéressais déjà beaucoup, à ce qui se passe en Outre-mer et qui parfois apporte à la fois des contre-exemples et à la fois des innovations que parfois on n'imagine pas en métropole. Je le dis aussi souvent, ici en Guyane, on ne m'a jamais dit ça, on a essayé, ça ne marche pas, ou ça, on a toujours fait comme ça. On ne m'a jamais dit ça, c'est pas possible. Ce qui n'est pas possible ici, c'est d'avoir des porteurs de projets, et le recrutement n'est pas simple. Quand on publie un poste, on n'a jamais de candidat. Donc nous, on ne fait que de la chasse. On est obligé de vraiment s'adapter au candidat, de discuter avec lui, d'aller chercher les compétences que l'on recherche. On est obligé d'être très actif et très innovant pour pouvoir faire émerger dans la tête des personnes qui nous intéressent un éventuel moment de vie en Guyane. Mais on doit aussi se charrier, et je sais que ce n'était pas votre question, mais toutes les fausses représentations qu'il y a en Guyane. Donc, je précise que moi j'avais peur des insectes, je n'en vois pas. J'avais peur de l'enfer vert. Je trouve ça merveilleux d'avoir une biodiversité qui est un peu plus intacte que ce qu'on a en métropole. La vie ici est douce, faire élever des enfants ici, c'est formidable. On a vraiment une image, une histoire, étant donné que la Guyane n'est en plus pas du tout touristique. Donc, personne n'a aucune image de ce qui se fait en Guyane, et on souffre énormément de ça, alors qu'on a vraiment l'occasion de se faire plaisir ici. Merci. Vous êtes très convaincante. Je pense qu'on va être nombreux
à vous, Venez. à vous rejoindre Venez. bientôt. Ce soir même, justement. Merci. Juliette, pour la Martinique, alors des plus, des moins. Oui, bonsoir à tous. Alors, ce que je dirais pour le territoire de la Martinique, c'est qu'à travers cette crise, nous avons eu, d'autres l'ont dit avant moi, un formidable accélérateur de décisions, d'actions et de partenariats. Même si les choses se sont faites dans la douleur et dans l'urgence, je vais illustrer en tout cas cet accélérateur par trois moments à des vagues différentes. À l'occasion de la première vague, très vite le CHU s'est organisé pour avoir une filière Covid et une filière non Covid, et ils n'ont pas pu conserver les urgences psychiatriques qui étaient installées au CHU depuis 7 ans à peu près. Et donc, c'est dans l'urgence que l'établissement de psychiatrie que je dirige a dû reprendre les urgences psychiatriques pour les installer au sein de notre établissement. Ça s'est fait dès le début de la vague, en mars 2020. Autre illustration de la troisième vague, un processus de bed management qui s'instaure à partir du CHU avec un médecin engagé, un militant, je dirais, le docteur Benchik, qui, à un moment où la confiance commençait déjà à se créer, a pu organiser l'orientation des patients du CHU qui devaient sortir au sein des différents établissements de la Martinique. Donc les établissements du territoire ont pas mal joué le jeu. Dernière illustration, toujours de cette solidarité, au cours de la quatrième vague, un partenariat qui m'a semblé remarquable à vous relater, c'est celui qu'il y a eu entre le CHU de Martinique et le CH du Marin, dont le président de la CME est présent dans la salle et je le salue. Là, la vague était très haute, comme vous l'avez compris, et le pic est arrivé très très vite. Et donc, il fallait faire sortir des patients qui, pour autant, n'étaient pas encore aptes à un retour au domicile. Donc, il y a eu un transfert d'une dizaine de patients de chirurgie vasculaire. Après, comme ça s'est bien passé, on a eu des patients de cardiologie qui ont été orientés sur le CH du Marin, et ainsi que des patients de diabétologie. Pour vous dire qu'à l'occasion de cette vague, le CH du Marin a accueilli 50% de sa capacité, donc jusqu'à 30 patients issus du CHU, avec, encore une fois, un vrai partenariat, transfert de matériel, transfert de compétences, staff qui se faisait au lit du patient, pour que les équipes qui n'étaient pas forcément habituées à ce type de patients sachent leur prodiguer les soins nécessaires. Donc voilà, je dirais que dans cette traversée difficile et compliquée, je ne reviendrai pas sur les chiffres que Ivo Paquit a présentés tout à l'heure. Nous avons joué le collectif. Je n'ai pas mentionné le privé qui a aussi pris largement sa part en soutien au CHU à l'occasion de cette quatrième vague où, quand on était déjà à plus de 450 lits Covid, il y en avait bien 150 à 200 qui se montaient dans le privé. Et je ne vous parle pas non plus de l'hospitalisation à domicile qui, elle aussi, était dans les 400 patients, 450 patients suivis à domicile. Alors ça, c'est pour les points forts. Le point critique, le point le plus critique, c'est bien entendu le manque de lits de réanimation. Lorsque la vague est arrivée, eh bien, très vite, il y avait des patients où on voyait très rapidement qu'on allait vers un Covid compliqué, où la réanimation était indispensable et on n'a pas suffisamment de lits. Donc voilà, les choix de médecine de guerre, comme d'autres l'ont dit avant moi. Et je vais juste citer de manière un peu anecdotique, mais moi j'ai tout de suite compris, Benjamin Garel interviewé au moment où l'armée déploie ses 10 premiers lits de réanimation. Oui, mais vous vous rendez compte, l'armée arrive, ils vont déployer 10 lits, enfin voilà, c'est une vraie soupape. Et Benjamin Garel qui répond, non madame, ça ne suffira pas. Les 10 lits vont arriver, ils vont être instantanément occupés. Si on en met 10 autres le surlendemain, ils seront instantanément occupés. Donc ce moment-là, ça a été un moment extrêmement difficile parce que tous les professionnels du front ont compris ce qui se jouait. Voilà.
Merci Juliette. On mesure effectivement les situations critiques auxquelles vous avez dû faire face. Lionel, à la Réunion, hein, le plus et le moins. Alors je dirais qu'il y a eu 3 plus, 3 points positifs et 2 points qui sont plus des points de vigilance et de prise de conscience. Les points positifs, c'est un peu ceux qui sont passés sur les autres territoires. C'est évidemment le travail solidaire qu'on a eu au sein du GHT, puisqu'on a géré cette crise avec le CHU en première ligne, mais également un hôpital de proximité, MCO, qui s'appelle le Shore. Et effectivement, on a réussi quand même à armer, on va dire tout seul, 50 lits de réanimation par nos recrutements, par nos ressources, et avec un minimum d'ailleurs de fermeture de capacité, notamment de blocs opératoires. On a très peu déprogrammé d'activités. Et ça, c'est vraiment remarquable d'avoir réussi à armer tous ces lits de réanimation et de médecine Covid. On en a eu 117 paroxysmes de la crise, 58 avant la crise. Ça montre l'effort de recrutement, évidemment, et de formation des personnels qu'on a pu faire. Et on a géré vraiment cette épidémie, comme on dit, en solidaire avec les autres établissements publics du territoire. Deuxième point fort, je dirais, c'est en termes d'image de marque. Là, vraiment, le CHU s'est comporté en vaisseau amiral, si je puis dire, de l'hospitalisation publique réunionnaise. Puis il a pu capitaliser sur tous les acquis, on va dire, de qualité des soins et de gestion qui ont été les siens depuis toutes ces années. Vraiment, je pense qu'en termes d'image médiatique, il y a eu un retentissement très fort. On a été omniprésent dans les médias, sur les réseaux sociaux, et je pense qu'il y a une très forte confiance de la population réunionnaise à l'égard de l'hôpital public à La Réunion et du CHU en particulier. Et le troisième point positif, je dirais, c'est vraiment le pont aérien qu'on a su mettre en place avec Mayotte dans le cadre de la solidarité nationale, puisqu'évidemment, on a dû absorber à la fois l'épidémie sur le territoire réunionnais. D'ailleurs, heureusement qu'elles ont été désynchronisées, puisqu'effectivement, Mayotte, ça s'est produit avant et La Réunion après, mais on a quand même eu en un mois, en février dernier, plus d'une centaine d'évacuations sanitaires de Mayotte pour des patients Covid vers La Réunion. Il faut savoir que les liens médicaux entre les deux îles sont très très développés, puisqu'il y a quand même chaque année 1200 évacuations sanitaires de patients mahorais vers les hôpitaux réunionnais. Et vers le CHU en particulier, c'est vraiment un pont aérien sur toutes les spécialités de recours. Et là, dans le cadre de la crise Covid, on a su déployer ce dispositif, en particulier pour des patients Covid+, l'expérience la plus marquante médiatiquement étant évidemment l'opération dite Hippocampe, qui est intervenue début mars, et on a été la première mondiale finalement à faire une évacuation de 4 patients réanimatoires de La Réunion vers la métropole. Donc ça, c'est les points positifs. Dans les points, je dirais, de prise de conscience, je dirais qu'en termes d'offre de soins, on ne peut pas plaquer un logiciel purement hexagonal métropolitain à une réalité hospitalière ultramarine. Je vous donne quelques chiffres. La Réunion, c'est évidemment 850 000 habitants, une population qui augmente beaucoup, qui vieillit aussi très rapidement, avec une offre de soins qui a un retard par rapport à la moyenne métropolitaine. Je vous citerai un chiffre de l'adresse. 18% de l'IMCO en moins sur le territoire réunionnais par rapport à la moyenne métropolitaine, et on va dire un rattrapage en cours en termes de consommation de soins hospitaliers des Réunionnais, et donc effectivement une demande de soins qui va beaucoup augmenter. Donc fermer des lits, j'ai envie de dire, faire le virage ambulatoire lorsque vous avez une population dont 42% de la population sous le seuil de pauvreté, 30% de la population qui est touchée par le chômage, c'est pas, on va dire, une donnée très, très intuitive de fermer des lits. Pourtant, c'était le logiciel qui était le nôtre il y a quelques années encore. Et donc, on a plus un rattrapage en termes d'offres de soins à avoir plutôt qu'un programme, effectivement, de fermeture de lits et places. Deuxième point de sensibilité, de prise de conscience, c'est le modèle de tarification, le modèle financier, de toute évidence. Je pense que cette crise révèle qu'on a une inadéquation des modes de financement des établissements ultramarins, on va sûrement y revenir, par rapport à nos nécessités, notre éloignement, notre insularité. Sans provocation aucune de ma part, on sait qu'on a un coefficient géographique qui n'est pas adapté. On a su l'objectiver d'ailleurs il y a quelques années. Et je pense qu'à un moment donné, cette fragilité de financement, ça crée aussi une question de sécurité sanitaire, moi j'ai envie de dire, avec des problèmes de trésorerie, des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de logistique. Et donc ça, il faut qu'on en soit conscient. Juste un chiffre pour fixer un peu les idées. Dans les dépenses d'un hôpital, entre 60 et 65%, comme vous le savez, c'est de la masse salariale, c'est le personnel. Entre 60 et 65% de nos recettes, c'est la T2A.
Et d'un côté, pour des raisons, on va dire, statutaires, on a une surrémunération de 40% pour les médecins à La Réunion et de 53% pour les personnels non médicaux. Donc ça, c'est 53% c'est 60 à 65% de nos dépenses. Et côté recettes, un coefficient géographique de 31%. Donc tout le monde comprend à travers une simple règle de 3 qu'il y a un effet de ciseau, il y a une inadéquation structurelle entre les recettes et les dépenses, et qu'à un moment donné, l'inadéquation du coefficient géographique crée pratiquement, j'ai envie de dire, et sans provocation aucune, pratiquement une question de sécurité sanitaire pour la gestion de nos établissements de santé. Merci. Du côté de Basse-Terre, André Atala, monsieur le vice-président. Alors, point négatif, point positif de cette crise à ce jour? Alors, le point positif, ça a été cette capacité extraordinaire qu'ont eu les directeurs d'hôpitaux, les présidents de CME, les équipes médicales de doubler, tripler, quadrupler les services de réa en moins de 2, en transformant d'un lit de médecine en lit de réa. L'hôpital où je suis, on a 5 lits de réa, on est passé à 30 lits de réa. Le CHU, Gérard Cotello vient d'en parler, les privés aussi. Donc voilà, ça a effectivement aussi dynamisé un peu le côté GHT, le groupement hospitalier territorial. Il a fallu être encore plus solidaire entre nous, et même aussi avec la Martinique, puisqu'il y a des patients aussi qui ont été transférés à Martinique. Donc cette solidarité a joué, ça c'est un premier élément. Élément négatif, c'est un peu le mouvement social actuel qui bloque les hôpitaux. On en parlera tout à l'heure, sauf qu'aujourd'hui, et puis hier, j'ai vu que les hôpitaux ont été libérés. Je ne sais pas pour le CHU, mais à Basse-Terre et Monterrand, il n'y a plus les piquets de grève qui bloquaient les hôpitaux. Alors, l'élément négatif, bien sûr, c'est qu'il y a toute une série, comme partout en métropole, d'activités programmées qui ont été annulées. Il y a des services qui ont été obligés de fermer. Je prends par exemple dans mon service l'unité de réadaptation cardiaque qui est la seule de Lille. Bon, effectivement, il n'y a pas d'urgence, il y avait urgence, donc ce sont des patients qui ont dû être pris en rééducation cardiaque qui n'ont pas pu l'être. Donc tout ce qui était programmé a été un peu décommandé parce qu'il a fallu être solidaire. Voilà ce qu'on retient de ça. Ça a quand même, élément positif, boosté la vaccination, même si on est loin des chiffres de l'Hexagone, mais suite à la 4e vague, beaucoup de sceptiques se sont un peu précipités sur la vaccination, donc on approche 50% difficilement, mais bon, c'est mieux que les 25, 30, 35% qu'on avait. Et puis c'est sûr qu'à partir de là, le mouvement social a créé quand même une tension entre les soignants, et demain, il faudra qu'on retravaille tous ensemble, il faudra qu'on se mette ensemble à travailler. Voilà, on essaie d'appeler, nous, à ce qu'on se retrouve, que la famille hospitalière se retrouve, parce que c'est demain, peut-être la 5e vague, malheureusement, qui risque d'arriver. C'est toutes les activités déprogrammées qu'il faudra reprogrammer. Ça, c'est important. Petit souci pour l'avenir, je ne suis pas sûr que nous pourrons avoir ce soutien extraordinaire qu'on a eu de l'Hexagone. Donc le côté insulaire risque de réapparaître un peu plus parce que c'est vrai qu'on a eu des soutiens des équipes d'Hexagone à la fois pour les transferts médicalisés, mais surtout des équipes médicales qui sont venues. Il y en a même qui sont venus nous aider pour la vaccination aussi. Et avec le retard que l'Hexagone aussi a pris, parce qu'eux aussi, ils ont été obligés au niveau de l'Hexagone de déprogrammer des interventions, probablement qu'il y aura cette tendance à vouloir garder les équipes. Chacun va un peu vouloir garder, c'est normal, son équipe pour rattraper son retard. Donc, on se fait un peu de soucis pour demain. Voilà ce que j'avais à dire concernant cette crise du Covid. Merci. Gérard, tu veux ajouter quelque chose ? Je crois qu'André a tout dit. Peut-être juste insister sur le point positif, mais on a le même, c'est-à-dire cette solidarité qui s'est exprimée au niveau national. Là aussi, dans un contexte particulier en Guadeloupe, où il y a un discours qui est véhiculé sur, nous sommes abandonnés par la France, enfin bon, voilà, voire même la France a des visées génocidaires sur la population de la Guadeloupe. Ce sont des mots qui ont été prononcés par certains responsables. Donc cette solidarité a vraiment joué à plein, et heureusement, parce que je ne sais pas comment on aurait pu faire face à cette vague si on n'avait pas ce renfort en personnel pour pouvoir ouvrir des lits supplémentaires. Et puis, un des enseignements positifs de cette crise aussi, c'est je pense que définitivement, dès qu'il y a une crise sur le territoire de Guadeloupe, quelle que soit la nature de cette crise,
il faut envisager d'emblée une gestion territoriale de la crise. C'est-à-dire, puisqu'il s'agit d'une crise sanitaire, il faut que tous les acteurs du territoire, quel que soit leur domaine d'activité, hein, qu'ils soient des hospitaliers publics, privés, médecine de ville, soient sur le pont pour pouvoir gérer cette crise. Et peut-être pour compléter ce qu'a dit André, je pense qu'il y a deux choses qu'on a ratées. Et je fais entre autres référence à la vaccination. On a raté la communication sur la vaccination parce qu'on a une communication qui s'adressait globalement à la population. Or, je pense, l'expérience me montre que ce n'est pas la bonne approche. Je pense qu'il faut qu'on ait une approche populationnelle, qu'on s'adresse à des patients bien ciblés. Et moi, le constat que je fais vu de mon établissement, c'est que ceux qui sont morts, c'est 4 catégories de patients. Hein. C'est les diabétiques, c'est les obèses, c'est les hypertendus, c'est les insuffisants rénaux. Donc, je pense, et j'ai commencé à en discuter avec la directrice de l'ARS de Guadeloupe, aussi avec le préfet, que les prochaines campagnes de communication, il faut vraiment qu'on ait cette approche populationnelle, qu'on s'adresse à des groupes de patients. Je pense qu'on ne communique pas de la même façon à un insuffisant rénal qu'on peut communiquer à des patients obèses. Idem pour des patients hypertendus ou des patients diabétiques. Puis l'autre chose qu'on a ratée qui fait un peu mal au ventre, alors qu'on avait bien en tête, c'est qu'on n'a pas su, mais la vague était tellement forte, on n'a pas su préserver l'offre de soins non-Covid. En tout cas, on a eu beaucoup de retard de prise en charge, d'absence de prise en charge, voire même des patients qui ont renoncé à des soins par eux-mêmes. Et ça, on se rend compte que le rattrapage est difficile parce qu'entre-temps, il y a beaucoup de patients qui se sont aggravés et que nous sommes dans des situations sur notre territoire, en particulier sur la Guadeloupe, où ce rattrapage-là est compliqué. Je rappelle qu'au niveau national, 2020, c'est plus de 900 000 interventions chirurgicales qui ont été déprogrammées. Et je ne sais pas si vous avez ce chiffre, hein, c'est la DGOS qui me l'a donné le mois dernier. C'est que la moitié des morts au niveau national sont des morts dû à des retards de prise en charge, des absences de prise en charge à cause de la crise Covid. Donc c'est un élément important. Si on doit avoir une 5e vague et on commence à réfléchir à comment organiser l'offre de soins, voir est-ce qu'on peut avoir un hôpital qui serait Covid-free pour qu'on continue la prise en charge des patients Covid. Et ça, c'est les 2 points négatifs que je retiens de cette 4e vague. C'est l'absence de communication avec une approche populationnelle qui a vraiment fait défaut. Et puis la préservation de l'offre de soins pour les patients non Covid. Merci Gérard, oui. Alors, c'est très riche, hein, et puis le temps passe. Hein. Il nous reste qu'une dizaine de minutes, mais je tiens à aborder quand même le dernier point de notre table ronde, hein, c'est l'avenir, quoi. Hein. Bon, vous avez mis en évidence différentes thématiques hein, qui sont prégnantes, hein, celle de l'attractivité, celle de l'organisation territoriale, celle des EVASAN, celle de la logistique, celle de l'attractivité pour les personnels. Hein. Donc tous ces éléments sont présents, hein, notamment dans les réflexions qu'on mène à la FHF sur les Outre-mer, parce que j'ai bien retenu ce que disait Lionel, hein, il n'y a pas un Outre-mer, il y a des Outre-mer. Alors pour vous, qu'est-ce qu'il est important maintenant de prioriser dans vos Outre-mer? Alors qui veut commencer? Président Paquit. Oui, merci. Oui, de toute façon, il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire économiquement, c'est gonfler des infrastructures pour faire face à des situations statistiquement exceptionnelles. Donc on ne peut pas dire qu'il faut augmenter la capacité de réanimation ni la capacité de lit. Je crois que ce qu'il faut faire en priorité, c'est finalement de capitaliser les procédures et le savoir-faire qui a été acquis à l'occasion de cette pandémie. Parce qu'on a beaucoup inventé, on a beaucoup imaginé. Il faut capitaliser et il faut, à mon avis, codifier ces procédures pour être encore plus réactifs si nous nous trouvons face à une situation de même nature. Parce qu'il faut noter, moi j'ai 2 éléments positifs, c'est la mobilisation. Il y a une très forte mobilisation de l'ensemble des soignants. Je crois que c'est un élément positif qu'il faudra capitaliser. Bien sûr,
Nous avons beaucoup apprécié la solidarité qui a joué entre la Martinique et la Guadeloupe, il faut le souligner. Très forte solidarité entre la Martinique et l'Hexagone. Je crois qu'on ne peut pas baser nos procédures uniquement sur de la solidarité. Il faut que nous puissions renforcer nos capacités de réponse locale. Et nous avons vu qu'il faut, et je suis assez d'accord avec l'analyse que tu fais pour la Réunion, cette situation nous a permis d'identifier la nécessité de renforcer, pas seulement les modèles de financement. Je dis qu'il faut revoir le modèle médico-soignant et bien sûr le modèle de financement qui va avec. Je crois qu'il faut véritablement mettre en place des liens permanents, parce qu'on ne peut pas tout avoir sur place, des liens permanents facilitant les évacuations sur d'autres territoires. Parce qu'une évacuation sanitaire à 7000 km, je le disais tout à l'heure, c'est extrêmement compliqué et coûteux, et ça l'est encore davantage quand on n'y est pas préparé. Mais si dans le modèle médico-soignant, le modèle organisationnel, on prévoit d'utiliser ce type d'outils, on devrait être encore beaucoup plus efficace. Mais je dis qu'il faut, tu as rappelé toutes les réflexions qui sont en cours dans le cadre du Ségur Outre-mer. Il faudrait bien évidemment accélérer leur mise en place. Mais sur place, il nous faut également capitaliser. Tu l'as dit, Juliette. Capitaliser la coopération intraterritoriale. On a bien vu que les relations entre le CHU et les hôpitaux de proximité, ça a joué à fond. Ça a joué également la relation de solidarité entre le public et le privé. C'est vrai, la clinique privée a également participé largement à cette situation. Donc, mobilisation locale, solidarité entre les différents établissements. Il faut renforcer également la solidarité avec la Guadeloupe. Il nous faut partager, il nous faut réfléchir, il ne faut pas que nous dupliquions, n'est-ce pas, le savoir-faire, il faut partager. Voilà. Donc, c'est quelques observations que je voudrais faire, mais le point le plus important, c'est qu'il faut redéfinir notre modèle médico-soignant et définir réellement un modèle de financement de ce nouveau modèle pour que nous puissions être efficaces de manière permanente, mais pour que ça nous permette également de faire face aux situations exceptionnelles qui, de toute façon, nous donneront rendez-vous. Voilà, merci. Merci. On a aussi beaucoup parlé d'attractivité médicale et paramédicale. Bon, sur la Guyane, il y a ce sujet de futur CHU de Guyane. Qu'est-ce que l'universitarisation peut amener? Alors, Christophe Robert, Clara Debord, dans un modèle outre-mer pour justement attirer, fidéliser des personnels, parce que vous avez aussi un gros taux de rotation de vos personnels. Oui, alors je ne sais pas si Mme Debord veut d'abord intervenir. J'y vais? Oui, juste un instant. Ce n'est pas seulement l'universitarisation, le projet de CHU. C'est d'abord la création d'un CHR, puisque seul un CHR peut devenir CHU. Et pour ce qui nous concerne très directement sur l'offre de soins, c'est la plus grande marche à franchir, c'est la CHRUisation, c'est-à-dire, pour le dire plus simplement, le développement de l'offre actuellement inexistante ou insuffisante en Guyane. C'est à terme, on verra si on a réussi, en consultant le taux d'Evasan à l'extérieur de la Guyane. Ce n'est pas normal de devoir sortir de Guyane pour des interventions chirurgicales ou médicales, parfois d'ailleurs très urgentes, parfois même des patients dont l'état de santé ne permet pas de prendre l'avion et qui sont dans une situation d'impasse thérapeutique. Donc le sujet, c'est d'abord le développement de l'offre et évidemment en parallèle la construction d'un premier cycle d'études médicales. C'est bien sûr important pour l'attractivité, c'est aussi très important pour essayer de faire que les jeunes Guyanais qui veulent se destiner à la médecine, les meilleurs élèves aussi guyanais, puissent choisir médecine parce qu'ils resteraient en Guyane pendant leur premier cycle pour peut-être ensuite y revenir. Donc il s'agit de doter la Guyane des moyens lui permettant de gagner en autosuffisance, avec beaucoup de guillemets, sur son système de santé. Mais c'est aussi renforcer la visibilité de la Guyane comme un terrain de recherche et d'enseignement, mais de recherche absolument extraordinaire, puisqu'ici, il y a des pathologies qu'il n'y a nulle part ailleurs. On est le seul territoire d'Europe en milieu intertropical, avec donc des moyens, des techniques, des compétences européennes et un terrain tropical avec des populations tropicales, des maladies tropicales. Et c'est ici, peut-être plus encore qu'ailleurs, que la recherche sur la santé du XXIe siècle va se créer
avec notamment le sujet des maladies émergentes et du lien entre la santé de l'homme et la santé de la nature et des animaux. Okay. Donc on a un vrai enjeu de reconnaissance de tout ce qui peut être appris et compris en Guyane. Merci. Christophe, un complément ? Non, dire qu'effectivement le volet recherche est un volet important dans l'attractivité. On va bientôt poser la première pierre d'un bâtiment recherche qui va pousser là sur le site de l'hôpital. On parle souvent de la Guyane en disant qu'il y a de la recherche sur la biodiversité, mais on ignore que sur la santé, c'est un domaine plein d'avenir et qui est déjà pas mal exploré par une équipe du CIC, qui est le Centre d'investigation clinique anti-Guyane, qui est déjà aujourd'hui au niveau national très reconnu sur un certain nombre de publications. Donc c'est une des cartes d'excellence de la Guyane, il faut qu'on la joue à fond. Et puis modestement, je voudrais changer juste de pied, et puisqu'on est là un peu dans la conclusion, modestement, je voudrais dire, alors le ministre n'est pas présent parmi nous malheureusement, mais on avait évoqué quand même au départ un Ségur un peu outre-mer, et je crois que la piste a été un petit peu rapidement abandonnée, peut-être provisoirement. Ce que je regrette parce qu'il y a certes un certain nombre de volets dans le Ségur, une quinzaine à peu près, que nous pouvons actionner dans le cadre de notre projet CHU qui vont nous aider. Mais on va buter quand même sur des spécificités guyanaises qui font que la marche est haute, vraiment très très haute à franchir, et qu'une vision spécifique sur l'outre-mer dans le Ségur de la santé serait quand même importante. Là, globalement, il va falloir qu'on investisse beaucoup d'argent dans les prochaines années pour se mettre vraiment au niveau de ce qu'on peut attendre d'un CHU territorial. Voilà, c'était juste ces précisions. Oui. Andrea Talla, des priorités pour l'avenir ? Oui, c'est des documents qu'on avait déjà commencé à travailler avec la Fédération hospitalière dans le cadre justement du Ségur Outre-mer. Donc on a tout un dossier qui est prêt, qu'on va réactualiser, qu'on a un peu mis en stand-by avec la crise Covid. L'attractivité me semble très importante. Alors le fait que le CHU de Pointe-à-Pitre va être reconstruit, le fait que le CHBT à Basse-Terre, je crois par exemple pour la Guadeloupe, qui est maintenant un peu aussi modernisé. Donc les conditions, je dirais, de travail sont meilleures. Et il y a une enquête qui a été menée, une thèse qui a été faite avec les étudiants de médecine. Qui c'est qui revient? Qu'est-ce qui fait que demain on revient en Guadeloupe, en Martinique, aux Antilles? Clairement, ce sont les conditions de travail. Ce n'est pas tellement la prime de 20% ou 30%, ce n'est pas tellement la température de l'eau de la mer. Ce qui ressort, c'est que, et nous avons des jeunes médecins qui sont arrivés en Guadeloupe, en cardio, dans d'autres domaines, brillants, c'est les conditions d'exercice, c'est-à-dire leur permettre d'avoir des outils techniques. Quelqu'un qui fait de la radiothérapie, il lui faut un bon appareil de radiothérapie. Un cardiologue, il faut une bonne salle technique pour pouvoir faire ce qu'il sait faire et ne pas être limité dans les gestes qu'il est capable de faire. C'est vraiment l'élément qui ressort. Donc le futur CHU qui est en train d'être construit, ça va être aussi un outil d'attractivité important. Je crois qu'il ne faut pas négliger aussi la formation. Chaque fois qu'on veut se former, il faut partir. On peut développer davantage tout ce qui est les e-formations, décentraliser les formations, les faire sur place. C'est important. Après, il y a bien sûr d'autres soucis qui sont les surcoûts des travaux. Les directeurs sont mieux placés pour en parler. Un dossier qui revient et qui est toujours récurrent, celui du coefficient correcteur géographique, qui a déjà été amélioré, qui est différent selon les régions, entre Martinique, Réunion, Guadeloupe. Donc, ce sont des éléments qui sont prêts, qu'on va réactualiser. Mais j'ai envie de dire qu'en poussant le bouchon plus loin, les moyens techniques et les structures qu'on devrait avoir en termes de lits critiques devraient, alors je pousse le bouchon, j'exagère, non pas être, mais c'est ma réflexion, identique à la moyenne nationale, mais devraient être 20 à 30% supérieurs à la moyenne nationale. Je m'explique. Lorsqu'on est en Corrèze, on veut faire un scanner, une IRM. Je parle à la Corrèze, comme je pourrais parler d'autres régions, qui n'est peut-être pas hyper dotée en lits de soins critiques, hyper doté en scanner, en IRM, en scintigraphie. On prend sa voiture, on prend un VSL, on prend le train et on peut aller dans la région la plus riche à côté pour faire son scanner, son IRM, son exploration, Coronaro, etc. Lorsqu'on est en Martinique ou en Guadeloupe ou à La Réunion, on ne va pas prendre le TGV pour aller dans une région un peu plus riche. Donc, il faut tenir compte de cet état d'insularité pour que nos lits en soins critiques et que nos structures, tout ce qui est d'exploration lourd, on tienne compte de cette insularité parce qu'on n'a pas un territoire juste à côté qui, à 20, 30, 40, 150 km, 200 km,
en prenant le train ou le TGV, nous permettent d'avoir cette exploration ou ce lit qui manque parce que les soins intensifs ou l'AREA est fermé. Mais ça, tout est prêt. On a beaucoup travaillé avec Gérard Cotello qui est présent, avec l'équipe de Martinique. On va le réactualiser, être réaliste dans nos propositions. Voilà. Bien sûr, ça prendra du temps. Ce n'est pas en 6 mois que ça se fera. Mais la crise du Covid a fait qu'on était sur d'autres dossiers. Il fallait gérer la grosse urgence. Merci. Au niveau de la Réunion, quelques mots rapides. Oui. 3 enjeux qui reprennent très largement ce qui a été dit par les collègues. Le premier enjeu, puisque le CHU de La Réunion, c'est le dernier né des 32 CHRU. Donc effectivement, il a 10 ans maintenant. Mais il faut impérativement poursuivre la dynamique hospitalo-universitaire, créer des postes de PUPH, avoir une dynamique recherche aussi qui réponde vraiment aux enjeux de santé publique du territoire. Effectivement, ne pas trop se disperser. Vraiment, c'est les maladies chroniques et métaboliques, la santé de la mère et de l'enfant, et les maladies, on va dire, infectieuses et tropicales. Vraiment être concentré sur nos thématiques de recherche. Développer des postes de PUPH, parce qu'évidemment, la production du CHU, c'est x2 depuis qu'on a créé le CHU de La Réunion, en termes de publication, en termes de... SIGAP, c'est l'indicateur qui mesure effectivement votre dynamique de recherche. On a doublé tous les indicateurs de recherche en 10 ans, et je pense que c'est une dynamique qu'il faut à tout prix accompagner. Deuxième enjeu, je dirais, c'est développer l'offre de soins, et notamment en capitalisant sur toutes les opportunités du plan de relance, investissement. On a des projets bâtimentaires, on a un projet de bâtiment femmes-mères-enfants sur le CHU. On veut également développer l'offre de soins sur les hôpitaux de proximité. La région Réunion, et je salue d'ailleurs Huguette Bello, qui est la présidente du conseil de surveillance et présidente de la région Réunion, nous aide également sur des projets de bâtiments, parce qu'on sait qu'il y a des insuffisances dans l'offre de soins en cancérologie, en néphrologie, et on a des projets de développement de bâtiments avec l'appui de la région Réunion, donc poursuivre ce développement-là. Et puis le troisième enjeu, j'ai envie de dire aussi, c'est développer l'autarcie sanitaire, parce que il faut aussi que sur nos territoires, on n'a pas de TGV, on l'a dit, on est insulaire, on est lointain, on est à 10 000 km. Il y a 1 200 000 habitants sur le territoire Réunion-Mayotte. On veut développer des spécialités de recours et éviter des évacuations sanitaires vers la métropole. Par exemple, on voudrait faire la chirurgie cardiaque des malformations congénitales. Très très beau projet qu'on développe avec Bordeaux, d'ailleurs, avec l'appui du CHU de Bordeaux. L'idée, c'est qu'à terme, il y ait 200 enfants qui soient opérés sur place à La Réunion, pour La Réunion et Mayotte, en matière de malformations congénitales cardiaques. On n'est pas loin du compte, on avance bien sur ce projet. Développer aussi les allogreffes de moelle osseuse, on est en train de le faire. Développer la greffe cardiaque, on est en train d'avancer très rapidement sur le développement de la greffe cardiaque. Donc c'est vrai que développer l'autarcie sanitaire et s'en remettre aussi au fond à nous-mêmes, à nos équipes, à notre dynamique, c'est quelque chose de très très important, parce que des évacuations sanitaires, c'est un coût social, c'est un coût économique, c'est un coût pour les familles, et c'est très compliqué d'envisager des évassanes vers la métropole. Donc développer l'autarcie sanitaire de nos territoires. Et il y a un indicateur dont je suis très fier, c'est qu'on voit qu'il y a de moins en moins de Réunionnais qui font une évacuation sanitaire et se font soigner en métropole. Et ça, c'est un indicateur très fort de confiance à l'hôpital public et d'attractivité du territoire. Merci à Lionel. Écoutez, je pense que l'heure est dépassée, donc on va mettre un terme à notre débat. D'abord, avant d'y mettre un terme, une réponse quand même aux interrogations sur le Ségur de l'Outre-mer. Oui, la FHF croit à un Ségur de l'Outre-mer. Donc, vous avez entendu le président lors de son discours d'hier. Il a interpellé le ministre à ce sujet-là. Les éléments qui ont été bâtis entre nous sont entre les mains des ministres concernés. Et la FHF, bien évidemment, dans le cadre de son projet présidentiel pour 2022, va continuer à mener des initiatives pour que ces discussions pour vos territoires soient ouvertes. Donc merci à toutes et à tous. On n'a pas pu prendre de questions, on était un petit peu nombreux, mais je pense qu'il était utile que chacun puisse s'exprimer assez longtemps. Je tiens réellement à vous remercier, toutes et tous. Ça n'a pas été facile pour certains de venir. Je tiens aussi à vous rendre hommage, parce que je crois que vous avez vous vivez encore aujourd'hui des situations qui sont pas faciles, qui illustrent la thématique de ce congrès, la résilience, l'engagement.
merci, et je crois que ça vaut la peine d'applaudir les participants à cette table ronde, mais aussi tous les hospitaliers d'outre-mer et ceux qui sont venus les aider. Merci encore.